Bonjour Michèle Alliot-Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, vous êtes ancienne ministre de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, des Affaires étrangères. Cet après-midi, une manifestation de soutien au peuple palestinien est organisée, autorisée cette fois-ci. Est-ce que le gouvernement a eu raison de l'autoriser ? Écoutez, comme ancien ministre de l'Intérieur, moi je dis il est très difficile d'avoir comme ça des grandes déclarations a priori. Il faut regarder les dossiers. Moi, d'une façon générale, je n'ai interdit aucune manifestation pendant que j'étais en charge. Oui. Tout en ayant... C'était mieux, c'était moins bien? Non, c'est simplement, je pense qu'il y a dans notre pays, et c'est un de nos atouts, c'est une de nos forces, une liberté d'expression. Elle existe encore, et je pense que c'est un élément important. Pour autant, bien entendu, il faut que le but de la manifestation soit légal. Et donc là, il convient de le regarder. Maintenant, que dans certains cas, justement, parce que les thèmes évoqués, parce que l'objet de la manifestation est contraire à un certain nombre de nos lois dans la lutte contre le racisme, oui, contre l'antisémitisme, oui, cela peut se justifier à une condition. C'est que quand on interdit une manifestation, on se donne les moyens qu'elle soit réellement interdite. Parce que si la manifestation... Là, vous trouvez qu'il y a eu un flottement ? La première manifestation, ça me paraît évident. On interdit une manifestation, elle a lieu quand même. Et elle donne lieu à des tas de débordements. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le gouvernement n'a pas pris les moyens de faire respecter sa décision, ce qui porte atteinte à son autorité et à son image. Et c'est très grave dans un pays quand la loi n'est pas respectée, quand la décision gouvernementale n'est pas respectée. Mais vous-même, vous disiez que vous n'aviez pas fait interdire de manifestation lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais il y avait eu quand même des débordements, notamment en 2009. Vous aviez effectivement choisi de ne pas interdire les manifestations. Il y avait quand même 25 000 manifestants, des magasins vandalisés, incendiés, 10 policiers blessés. Est-ce que c'était mieux ? On n'a pas fait mieux cette fois-ci en l'interdisant. On a été incapable de le faire. Et surtout, cela nous a permis aussi d'isoler un certain nombre de ces casseurs, parce qu'il y a toujours des casseurs du gouvernement aujourd'hui. Il y a aussi des casseurs, et ça nous a permis de les interpeller et d'aboutir à un certain nombre de condamnation. C'est ça ce qui est important. Mais encore une fois, là, ça n'est pas l'autorité de l'État qui est en jeu, puisque la manifestation là, si vous estimez qu'à partir du moment où elle est interdite et qu'elle a quand même lieu, c'est l'autorité. Okay. En dehors du fond, le vrai problème, c'est on prend une décision, cette décision doit être respectée. Quand on interdit une manifestation et qu'elle a lieu quand même, eh bien, cela veut dire qu'on n'a pas pris les moyens de faire respecter sa propre autorité. Ces casseurs, il y a eu des premières condamnations qui ont été prononcées, et notamment hier soir des condamnations à la prison ferme pour les casseurs. 4 personnes condamnées à la prison ferme, ça va de 3 à 6 mois de prison. Est-ce que ça vous paraît juste ? Ça me paraît insuffisant. Insuffisant ? Ça me paraît, là, c'est de la prison ferme. Voilà. Hein. Alors, oui, bien sûr, c'est de la prison ferme. Mais on voit d'autres condamnations aussi à de la prison ferme et beaucoup plus importantes pour des faits qui... À de la prison avec sursis, effectivement, pour voilà, vous avez eu beaucoup de prisons avec sursis. Alors, bon, je vais pas juger des décisions de Michèle Alliot-Marie. Si c'est pas juste, qu'est-ce qu'il faudrait ? Écoutez, moi, je ne suis pas à la place des juges, et encore une fois, comme ancien garde des Sceaux, je me garderai bien de critiquer une décision. Oui, mais vous dites malgré tout que c'est pas juste. Moi, ce que je dis, c'est que si j'avais été à la place des juges, j'aurais sans doute, ou si j'avais été à la place du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, j'aurais sans doute fait appel pour avoir des condamnations plus importantes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une condamnation, ça a pour but effectivement de sanctionner les fautes, mais c'est également un élément de la dissuasion. Si vous avez des gens qui savent qu'ils peuvent aller casser, ils peuvent aller prononcer des termes tels que mort aux juifs, puisque ça a été prononcé, qu'ils peuvent piller des magasins en ayant de la prison avec sursis, eh bien, ça n'est pas une incitation à la retenue. C'est au contraire un encouragement à recommencer. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est indispensable qu'il y ait des peines qui soient lourdes. Cet après-midi, certains députés socialistes seront présents dans les rangs de la manifestation, et ils estiment que François Hollande a apporté un soutien trop net à Israël au début du conflit. Il avait fait un communiqué dans lequel il exprimait la solidarité de la France et dans lequel il disait qu'il appartenait au gouvernement israélien, je cite, de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Est-ce que c'était une maladresse ? Écoutez, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de position cohérente de la gauche.
ce qui est quand même un problème, ce qui est un problème d'autorité pour François Hollande, ce qui est un problème d'autorité pour Manuel Valls. On voit que ça part dans tous les sens et il est évident que ces divergences affaiblissent aussi la parole de notre pays, affaiblissent également l'image de notre pays, et ça c'est quelque chose qui pour moi est très difficile à vivre. C'est vrai que je suis aujourd'hui député européen. Oui, je suis député européen, mais dans le même temps que je vais dans le monde entier pour participer à de grands colloques, je vois depuis 2 ans une dégradation de l'image de la France. Et moi, comme gaulliste, je ne supporte pas ça, parce que je pense que notre pays a une réputation, que notre pays a un rôle, que notre pays a une influence dans le monde, et tout ce qui peut affaiblir son image est quelque chose qui me heurte profondément. Est-ce que la France doit ou peut faire plus pour essayer de résoudre le conflit et de sortir Israël et la Palestine de la crise? Oui, moi je pense que aujourd'hui nous sommes très en retrait, de la même façon que l'Europe est très en retrait. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il faut prendre un certain nombre d'initiatives. Moi, je me souviens quand j'étais notamment aussi quand j'étais initiative sur les chrétiens d'Irak. Vous avez appelé hier le président du Parlement européen à se saisir de la situation des chrétiens d'Irak. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, il faut les soutenir et ensuite, il est évident qu'il faut manifester notre solidarité vis-à-vis d'eux. Encore des manifs? Non, on le fait. On pourrait d'ailleurs, il pourrait y avoir des manifestations effectivement. Mais je pense qu'il faut le faire vis-à-vis d'eux, parce qu'il faut pas bien voir que ce sont des personnes qui depuis des mois et des mois sont sous la pression, sont menacées de mort. Finalement, on veut leur faire quitter le pays, et il faut également le manifester vis-à-vis de ceux qui les attaquent. Moi, je vais vous dire, il y a un problème de fond qu'on ne perçoit pas toujours aujourd'hui. C'est que vous avez un certain nombre de groupes extrémistes ou intégristes qui veulent effectivement avoir des pays qui soient mono-religieux. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des États qui soient des États avec une seule religion, d'où on a chassé tout le monde. Ceci est extrêmement dangereux pour le monde. C'est extrêmement dangereux parce que c'est comme cela, effectivement, que vous préparez des affrontements militaires entre des pays de religions différentes. Et depuis 2001, finalement, quand vous regardez bien, depuis les attaques des Twin Towers, vous avez un certain nombre... Vous parlez du choc des civilisations, en quelque sorte? Mais c'est pas un choc de civilisation. Vous avez des gens qui sont des intégristes et qui souhaitent une guerre des civilisations, plus exactement une guerre entre le monde musulman et le monde occidental. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et à travers aussi les chrétiens d'Orient, c'est ça qui est en jeu. Est-ce que vous voyez un lien entre ça et ce qui se passe ici en France et les débordements? Il faut y faire très attention, effectivement, parce que on peut critiquer le gouvernement d'un État pour son action, mais je pense qu'il ne faut pas confondre le gouvernement d'un État et une religion. Et en particulier dans notre pays, nous sommes un pays laïque. Et c'est peut-être ici où on voit que la laïcité prend tout son sens, parce que la laïcité, c'est aussi la tolérance des religions, c'est permettre à chacun d'exercer librement son culte. Et dans notre pays, nous devons veiller à ça, parce que c'est un modèle pour le monde entier, c'est un modèle contre l'intolérance que nous voyons se manifester, et en particulier contre les chrétiens. Alors les chrétiens d'Orient sont depuis de nombreuses années dans une situation difficile, alors même qu'ils incarnaient la capacité des communautés de vivre ensemble depuis des décennies et des décennies. Nous devons manifester notre solidarité, nous devons manifester que nous ne sommes pas prêts à laisser faire ce genre de choses. Et moi, ce que j'ai demandé à Martin Schulz, justement, c'est aussi de faire des choses concrètes. Il ne faut pas se contenter de des choses concrètes. Des choses concrètes. C'est par exemple ce que nous avons fait. C'est par exemple ce que nous avons fait il y a quelques années. Je ne sais plus si j'étais ministre de la Justice, peu importe d'ailleurs. Mais par exemple, quand nous avons accueilli ici un certain nombre de chrétiens qui avaient été blessés. Voilà. Il faudrait qu'aujourd'hui la France accueille, ou l'Europe. De toute façon, provisoirement, parce qu'il ne faut pas, et c'est d'ailleurs ce que craignaient les autorités religieuses avec qui j'en avais parlé à l'époque, il ne faut pas que cela devienne un prétexte ou une occasion pour ceux qui veulent les chasser de leur pays, de les expulser et finalement de les empêcher de rentrer. Mais nous devons aussi manifester très clairement et très concrètement notre solidarité. Juste un mot, David Cameron a appelé hier la France à renoncer à livrer ses Mistral à la Russie. Est-ce qu'il faut suspendre les contrats ?
Écoutez, ça c'est au gouvernement de voir dans quelles dispositions il doit le faire et dans quelles conditions il doit le faire. Moi, je n'ai pas vu la rédaction de ces contrats. Il est évident que si nous le faisions, il y aurait certainement de très grosses indemnités à payer. D'autre part, est-ce qu'on en a les moyens, c'est ça la question ? Est-ce qu'on en a les moyens ? D'autre part, il faut voir qu'il y a un certain nombre de pays qui sont parfétement hypocrites en la matière, parce que ils nous attaquent, mais d'un autre côté, eux-mêmes ne sont pas exemplaires vis-à-vis du respect d'un certain nombre de restrictions ou d'un certain nombre d'embargos dans tous les domaines. En France, Michèle Alliot-Marie, hier vous étiez au dernier bureau politique de l'UMP avant l'été. Vous avez évoqué notamment l'organisation du congrès à la rentrée. Est-ce que vous voyez un peu le bout du tunnel ? Écoutez, moi je pense que le bout du tunnel, il ne peut passer que par les militants. Vous savez, dans tous les partis et dans le nôtre en particulier, il y a souvent eu des situations un peu semblables à celle-ci. Moi-même, c'est un peu dans une situation telle que celle-là que j'ai repris le RPR. Il y a maintenant une dizaine d'années. C'est vrai qu'il y avait des problèmes d'opposition de personnes, de lutte de présidentielle. Les sommes sont peut-être un peu plus importantes, mais moi, ce que j'ai fait à l'époque, ça a été de dire, ce qui compte dans un parti, ce sont moins les dirigeants que les militants. Les militants sont attachés à des valeurs, c'est sur eux qu'il faut s'appuyer, c'est à eux qu'il faut redonner la parole. Écoutez, moi, je plaiderai en tous les cas pour ça, parce que effectivement, c'est grâce aux militants et en leur donnant la parole, beaucoup plus que grâce aux dirigeants, que l'on fait vivre un parti. Nos militants sont toujours attachés à leurs valeurs, et à partir de là, ils ont envie de les défendre. Et quand on voit la situation de la France, on se rend compte qu'il y en a besoin. Alors, il y a des problèmes financiers. Voilà, l'impression. Et puis, il y a aussi quand même des dénonciations qui continuent. Regardez Valeurs Actuelles et qui révèlent que l'UMP a remboursé pour 300 000 € de frais de déplacement en 2009 et 2010 pour François Fillon, notamment des avions privés. Est-ce que ça vous paraît normal ? Écoutez, moi, encore une fois, je n'en sais rien et je n'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a un certain nombre. C'est aussi une des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a la moitié des problèmes financiers qui sont par exemple dus au fait que l'on a emprunté pour devenir propriété d'un siège. Moi, je l'avais dit au moment du RPR, nous avions un siège. Nous avions un siège qui était pratiquement payé et pour des raisons psychologiques, d'ego de certains de ces messieurs, on a vendu ce siège pour prendre une location avec des travaux qui ont pratiquement pris le prix. Péché d'orgueil ? Je pense que dans un certain nombre de cas, il y a effectivement péché d'orgueil de la part de certains. Ceci dit, moi, j'avais pris une situation difficile. En supprimant, il n'y a eu aucun voyage en avion. Je crois qu'il y a eu un voyage en avion privé pendant 2 ans. Il n'y a eu aucune rémunération d'aucun des dirigeants. Et à partir de là, quand on est un peu sévère sur ça, on arrive effectivement à redresser la situation. Et ça n'empêche pas de gagner, car je rappelle une chose, en 2 ans et demi, il y a eu 5 élections. Nous avons gagné les 5 élections. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre famille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une totale dérive, il y a un sentiment d'impunité, ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont pas rendus compte. Je pense que les querelles de personnes et de leurs entourages, parce qu'ils jouent aussi, sont la pire des choses dans un mouvement. Je n'ai jamais voulu faire partie d'aucune écurie présidentielle, je ne fais partie d'aucun clan, je n'ai même pas pris position, d'ailleurs officiellement, en ce qui concerne les élections à la dernière présidence du mouvement. Et moi je dis, il faut un peu faire passer de côté les égos des uns et des autres pour s'occuper de l'intérêt général. Vous avez dit que quand vous étiez à la tête du RPR, certains hommes au parti méritaient la fessée. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Il y a des fessées qui se perdent parfois. Il y a des fessées qui se perdent encore aujourd'hui. Et cette semaine, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait, je le cite, que le président de l'UMP ait des couilles. Ça reste un monde d'hommes. Assez curieusement d'ailleurs, c'est vrai que peut-être avec la crise, on a l'impression que de nouveau on se retrouve face à une volonté de beaucoup d'hommes de garder pour eux le pouvoir. Mais je crois qu'ils ne connaissent pas les femmes et que finalement les militants, qu'ils ne l'oublient pas, sont beaucoup plus sensibles au pragmatisme et à la réalité. Et ils ont envie d'abord qu'on s'occupe d'eux. Vous savez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une des raisons de la dérive de l'UMP, cette espèce d'entre-soi ? Je pense qu'il n'y a jamais une seule chose, mais je pense, et je le dis très fermement, qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, donné d'importance et donné la parole aux militants au cours de ces dernières années. Comment est-ce que l'UMP en est arrivé là ? Je viens de vous le dire.
Je pense que ne pas suffisamment prendre en compte les militants, ne pas suffisamment prendre en compte les attentes des Français. Enfin, regardez la situation de la France aujourd'hui, regardez la situation des Français, regardez le niveau du chômage, regardez la baisse du pouvoir d'achat, regardez finalement tous les problèmes qui heurtent les Français quand ils voient que la France n'est plus prise en compte comme elle devrait l'être au niveau international. Regardez l'explosion de la délinquance qui touche les Français dans leur vie quotidienne. Vous ne pensez pas qu'il y a autre chose à faire que de s'occuper de savoir qui sera candidat dans 3 ans, chacun pensant qu'il est le meilleur. Alors je ne sais pas s'il est le meilleur, c'est leur problème finalement. Peut-être que ce sera d'ailleurs quelqu'un d'autre qui viendra. François Fillon dit par exemple que Nicolas Sarkozy n'a pas sa place à la tête de l'UMP. Vous êtes d'accord avec ça? Arrêtons avec ça. Je pense que tous les talents doivent avoir leur place à la tête de l'UMP, qu'ils soient connus ou peut-être pas encore connus. On dit en ce moment que François Hollande s'inspire beaucoup de Jacques Chirac. Alors vous avez été évidemment une des plus proches de Jacques Chirac. On sait que François Hollande prévoit, si la santé de Chirac le permet, d'aller même lui rendre visite cet été. Est-ce que vous trouvez que François Hollande se chiracise? Non. Certainement pas quand on voit le résultat. D'abord parce que je pense que François Hollande est très enfermé dans l'Élysée, qu'il est très enfermé dans son entourage. J'ai écouté son discours du 14 juillet. Sur quelle planète vit-il? Elle n'a rien à voir avec la réalité de la vie quotidienne des Français. Lui est dans un optimisme béat, il est très content de lui et de ce qu'il a fait depuis 2 ans. Quand nous regardons ces mois présidents qu'il déclinait l'autre fois, dans tous les domaines, nous nous apercevons que c'est un échec total. Et cette coupure des Français, c'est quelque chose qui n'a jamais atteint Jacques Chirac. Il a toujours été près d'eux et d'ailleurs les Français le rendent bien aujourd'hui. D'autre part, j'étais effectivement ministre de Jacques Chirac et notamment ministre de la Défense. Je peux vous assurer que la France avait une autre écoute et un autre respect, une autre considération dans le monde entier quand Jacques Chirac était là. Merci Michèle Alliot-Marie, plus chiracienne que jamais. Merci infiniment d'avoir été notre invitée.